Je Merci me beaucoup. mets. Ah oui, on Oui. va enregistrer le webinaire. Merci beaucoup Nathalie pour la présentation et puis merci à tous et toutes d'être là et au SLPJ pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous parler de cette œuvre qui me tient très à cœur, qu'on porte avec le tripode depuis un peu plus d'un an maintenant et d'autant plus de pouvoir le faire aujourd'hui parce que c'est le jour de la sortie des deux premiers tomes qui sortent donc aujourd'hui. Donc pour vous parler un petit peu de tout ça, j'ai préparé quelques visuels pour que vous ayez pas juste ma tête pendant trois quarts d'heure. Alors attendez, hop, voilà, je le mets et voilà, c'est parti. Donc, pour commencer, ce que je voudrais dire, c'est deux, trois mots sur la maison. Donc, le Tripode, c'est une maison d'édition indépendante qui a un catalogue très éclectique. On fait aussi bien du roman que de la bande dessinée, de la poésie, du livre d'humour. Et en fait, c'est la toute première fois que la maison d'édition va publier un manga. Euh, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce choix et pourquoi ça m'a semblé nécessaire de travailler cette œuvre et de la republier. Et pour commencer, je voulais un peu vous dire comment je l'avais découverte. En fait, c'est un hasard complet. Il y a à peu près un an, je suis allée à une exposition au Centre Pompidou qui était la bande dessinée à tous les étages. Et donc, c'était une exposition dédiée à la bande dessinée et qui incluait le manga. Et en fait, il y avait des planches originales, cinq six planches de cette œuvre qui étaient exposées et dont je n'avais absolument jamais entendu parler. En fait, quand je suis tombée sur ces planches, c'était la séquence où la bombe atomique explose sur Hiroshima. J'ai été happée, enfin complètement saisie par les images. Je suis restée de longues minutes en sidération devant. Et par curiosité, j'avais noté les références pour creuser un petit peu. Et bon, de fil en aiguille, j'ai réussi à mettre la main sur les deux premiers tomes que j'ai lus. Et ça a été un immense coup de cœur, une lecture assez sidérante, violente, je vais revenir dessus. Et surtout, j'ai compris tout de suite que je tenais entre les mains une œuvre qui me semblait nécessaire, essentielle pour la valeur mémorielle qu'elle porte en elle. Et quand j'ai compris qu'elle n'était plus du tout disponible, je me suis dit que c'était pas possible qu'une œuvre comme ça ne soit plus lue. Et donc, c'est comme ça que cette œuvre est arrivée au Tripode. Donc, bon, pour vous en dire un petit peu plus, je vais quand même parler de l'œuvre. Et pour parler de l'œuvre, j'aimerais commencer par vous parler de son auteur. L'auteur, c'est Keiji Nakazawa. C'est un Japonais qui est né en 1939 à Hiroshima et qui a été mangaka assez vite. Donc, il naît à Hiroshima le 6 août 45. Il a 6 ans quand la bombe explose sur le ciel d'Hiroshima et il va perdre son père, sa grande sœur et son petit frère dans les incendies qui vont suivre l'explosion. Et donc, il va rester avec sa mère et un autre grand frère qui lui reste et ils vont grandir tous les trois dans la ville détruite. 2 ans plus tard, paraît la nouvelle île au trésor d'Osamu Tezuka, qui est considéré comme le père du manga moderne. Et c'est une lecture qui va profondément marquer Nakazawa, qui va décider à ce moment-là, du haut de ses 8 ans, qu'il deviendra mangaka quand il sera grand. Il va partir à Tokyo quelques années plus tard pour rentrer dans le milieu du manga. Et donc c'est en 63 qu'est publié son tout premier manga qui s'appelle Spark One dans la revue Shonen Gao. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que Nakazawa, avant de créer Gano Pieds Nus, il avait déjà publié des mangas qui étaient plutôt dans l'air du temps, qui marchaient plus ou moins. Mais en tout cas, c'était déjà quelqu'un qui travaillait sur le manga, mais pas du tout sur le sujet de la bombe atomique. Ce qui va changer et marquer un tournant dans sa vie et dans son œuvre, c'est la mort de sa mère. Il va perdre sa mère quand il a à peu près 22 ans. Elle meurt d'une longue maladie. Et en fait, au Japon, le rite funéraire, c'est la crémation. Et on récupère les os blanchis pour les placer dans une urne funéraire qu'on garde. Et au moment où ils vont faire procéder à la crémation du corps de la mère de Nakazawa, quand il va pour récupérer les os, il trouve que des cendres. En fait, il reste plus rien des os de sa mère. Et pour lui, ce sont les radiations qui ont rongé les os de sa mère pendant toutes ces années, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et cet événement-là, ça va débloquer chez lui une
colère qu'il avait enfouie pendant toutes ces années et puis briser un silence qui pesait depuis longtemps. Et il décide à ce moment-là de consacrer sa vie et son œuvre à raconter ce qu'il a vécu à Hiroshima. Quelques années plus tard, je vous passe tous les aléas, mais il finit par publier le premier épisode de Gen aux pieds nus dans une revue qui s'appelle le Weekly Shonen Jump, qui à l'époque est une revue de manga qui tire à 2 millions d'exemplaires. Enfin, c'est vraiment une des revues de référence de manga. Euh, Ça va être une œuvre controversée, mais voilà, il va être publié très vite dans des éditions reliées, donc en 10 volumes, les livres vraiment reliés, et ça va devenir un livre de référence au Japon. Ça va devenir un best-seller qui se vend à plusieurs millions d'exemplaires. Il va être adapté au cinéma, en dessin animé, et surtout, il va intégrer les programmes scolaires et les bibliothèques scolaires parce que c'est à la base un manga qui a été fait pour les ados. Et donc, les écoles vont s'en emparer et en faire un livre de référence pour entrer par le biais de ce manga-là dans l'histoire d'Hiroshima et de ce qui s'est passé. Voilà, donc en 85 s'achève la publication avec le 10e et dernier tome de cette série. Et donc j'en viens à qu'est-ce que c'est que Gen d'Hiroshima? Ou Gen aux pieds nus, pardon, c'était le titre précédent. Gen aux pieds nus, c'est une fresque historique en 10 tomes qui raconte la vie de Gen Nakaoka, qui est donc l'alter ego de l'auteur, qui est un jeune garçon qu'on prend dans le premier tome, il a 8 ans, et qu'on va suivre de 1945 jusqu'à 1953. Et ce garçon qui va grandir un peu comme il peut dans une ville qui a été détruite. La bombe d'Hiroshima, elle a détruit à peu près 90% de la ville, euh, et aussi dans un pays qui a perdu la guerre et donc pendant l'occupation américaine. On va vraiment suivre cet enfant dans son enfance, son adolescence, jusqu'à ce qu'il devienne un jeune homme. Les deux premiers tomes, enfin en tout cas le premier pour commencer, on est quelques mois avant l'explosion, on est en 45, 4 mois avant l'explosion de la bombe, et on rencontre Gen avec sa famille. Il vit dans une famille plutôt pauvre, ses parents sont artisans, et surtout son père est pacifiste. Ce qui, dans une époque où on est en pleine guerre, il est considéré comme un traître, parce que la guerre est voulue par l'empereur, et donc s'opposer à la guerre, c'est s'opposer à l'empereur, et donc à la nation. Donc on va suivre Gen dans les brimades aussi qu'il subisse avec sa famille à cause du positionnement pacifiste de son père. Et en même temps avec les joies de lui et son petit frère qui font les 400 coups et qui savent plus quoi inventer aussi pour aller dégoter à manger dans cette période de pénurie alimentaire et en pleine guerre. Et se déroule tout ça jusqu'à toutes dernières pages où on a l'explosion de la bombe qui vient chambouler absolument toute cette vie de famille qui s'était installée. Et donc le deuxième tome, euh, on est vraiment dans... C'est probablement le plus dur de toute la série. Le deuxième, c'est le plus saisissant parce qu'il raconte les heures et les quelques jours qui suivent l'explosion de la bombe. Et Nakazawa, il a une manière de montrer et de dire sans détour. Ces dessins, je vais vous les montrer, sont pleins de rondeur, mais ça reste quand même des images très saisissantes. Et donc dans le deuxième tome, on suit Gen qui se retrouve avec sa mère qui a accouché de sa petite sœur dans les décombres. Et ça, c'était vraiment dans la vie, ça s'est vraiment passé comme ça. Et il va, lui, aller explorer la ville à la recherche de vivres pour sa mère et sa petite sœur. Et va se dérouler ce spectacle chaotique d'une ville complètement détruite avec les blessés et les cadavres qui s'amoncellent. Donc c'est vraiment construit comme ça, c'est raconté par les aventures de ce garçon, l'histoire de ce qui s'est passé. Euh, c'est une œuvre qui est historique à travers les histoires, l'aventure de Gain, ça raconte énormément et ça dit beaucoup de choses. Voilà, la première chose dont je me suis rendu compte quand j'ai lu ce livre, c'est l'étendue de mon ignorance sur vraiment ce qui s'était passé concrètement sur Hiroshima. Je pense qu'on a toute cette image de la nuée, la fumée, le nuage de fumée, je vais y arriver, en forme de champignon, l'image de l'explosion, mais tout ce qui se joue derrière des enjeux politiques de la vie concrète au quotidien des personnes qui étaient sur place.
Nakazawa, il nous donne à voir tout ça. Donc évidemment, il parle de la bombe, donc je vous ai mis des planches pour illustrer un petit peu le propos. Il raconte la déflagration et tout ce qui s'est passé ensuite, mais il raconte beaucoup d'autres choses. Il raconte premièrement, surtout dans le premier tome, l'endoctrinement de la population. Il est extrêmement critique envers le gouvernement et le pouvoir japonais, qui avait vraiment, c'était un régime qu'on pourrait considérer comme totalitaire, qui avait endoctriné la population. Et il donne l'exemple qui, je pense, cristallise cette idée, qui est celui des kamikazes, où vraiment on apprenait aux jeunes garçons et aux jeunes filles aussi que sacrifier sa vie pour l'empereur, c'était un honneur. Et avec toute cette histoire de son père pacifiste qui est considéré comme un traître. Nakazawa montre ça au quotidien. Ensuite, il montre évidemment l'occupation américaine après l'explosion de la bombe, la capitulation du Japon. Arrivent les Américains, donc là vous avez le général MacArthur qui est représenté. Et à travers cette occupation, c'est évidemment la rencontre de deux cultures, un Japon qui était essoufflé à la fin de la guerre et les Américains qui arrivent, c'est l'arrivée du chewing-gum, c'est l'arrivée de la culture, du cinéma américain qui vient, c'est un choc des cultures un peu qui nous montre Nakazawa. Il montre aussi à travers l'occupation américaine, là dans quelque chose de plus localisé, c'est l'ABCC, c'était la commission qui avait été mise en place par les Américains pour étudier les survivants de la bombe qui étaient vraiment examinés sous toutes les coutures, sans qu'on leur donne aucun des résultats des examens, ni surtout qu'on fasse semblant de les soigner. Nakazawa rappelle ça. Il rappelle aussi la censure. Évidemment, il y a eu une censure qui était, enfin, il fallait pas critiquer l'occupant, mais aussi de manière plus localisée, encore une fois, c'était interdit de parler de la bombe atomique et de ses conséquences surtout. Donc, il y a eu cette censure-là qui a pesé et contre laquelle Nakazawa, lui, créé cette œuvre. Il raconte aussi la purge des communistes. On est en pleine période de guerre froide. Aux États-Unis, c'est la chasse aux communistes et ça se ressent au Japon aussi. Il va y avoir une purge au Japon également des communistes orchestrée par les autorités américaines de concert avec les autorités japonaises. Il raconte l'ostracisation donc des Hibakusha, ce sont les victimes, les survivants de la bombe. Il montre comment dans les jours et les quelques années qui ont suivi l'explosion, les effets des radiations faisaient vraiment peur à tout le monde. Les gens mouraient sans qu'on ait d'explication de maladies assez violentes. Et très vite, la population japonaise mal informée s'était convaincue que les victimes de la bombe portaient une sorte de poison contagieux. Et donc, très vite, les victimes de la bombe ont été ostracisées. Donc, pour eux, en fait, la guerre, ce qui montre aussi, c'est que la guerre s'est pas arrêtée le jour de l'explosion. Il y a eu après beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Il montre aussi les Yakuza, parce qu'évidemment, pendant la débâcle, le chaos qu'il y avait à Hiroshima, il montre comment il y a eu une prolifération des Yakuza qui se sont emparés de ce contexte un peu chaotique pour aussi s'emparer des milliers d'orphelins qui étaient laissés livrés à leurs sœurs à Hiroshima. Et pour les embrigader et les embarquer dans leurs organisations. Il montre aussi la guerre de Corée, qui évidemment va avoir un impact sur le Japon. Notamment, ça va surtout relancer les usines du Japon qui se relèvent doucement de la défaite. Et de manière plus locale, il parle aussi du projet de faire d'Hiroshima une ville de la paix, parce qu'il faut reconstruire cette ville et donc symboliquement on va la reconstruire comme une ville de la paix, ce qui veut dire aussi qu'on va détruire toutes les petites habitations de fortune qui avaient été construites par les survivants qui faisaient avec les moyens du bord. Voilà, il montre un peu vraiment tout ça. C'est une œuvre, et oui, il montre évidemment la vie au quotidien. Donc là, je vous ai mis une planche, par exemple, d'une scène dans une école. On suit vraiment la vie au quotidien, à l'école, la recherche de nourriture, comment ça se passe dehors, dans la rue. Euh, Tout ça est évoqué à travers l'idée du quotidien et du vécu, à travers les yeux de ce jeune garçon qui est Gen Nakaoka. C'est une œuvre qui est profondément politique. Nakazawa le dit, il a créé cette œuvre pour briser le silence qui pèse sur Hiroshima et sur ce qui s'est passé et sur les responsabilités des uns et des autres. Donc sa première volonté, c'était de montrer les victimes.
Il y a eu donc effectivement la censure, mais déjà au moment de la défaite, les autorités japonaises avaient détruit une grande partie des archives de guerre qui comprenaient des photos des victimes, des morts aussi à Hiroshima. Ensuite, il y a eu les Américains qui ont imposé cette censure sur tout ce qui touchait à la bombe atomique. Et quand la censure a été levée, il y avait déjà énormément de photographies qui avaient été détruites, il restait peu de choses. Pour Hiroshima, on dispose d'une trentaine de clichés tout juste. Et puis surtout, le passé était déjà loin. Il y avait quelque chose de revenir à un passé douloureux, on veut passer à autre chose. Et là-dessus, je fais le parallèle avec Art Spiegelman, qui est l'auteur de la préface du premier tome. Ces deux œuvres, elles ont été faites dans la volonté de montrer l'humain derrière les événements. Parce que Hiroshima, je pense, et ce qu'a voulu dire Nakazawa, c'est que les victimes ont été invisibilisées par la nature spectaculaire de ce qu'ils ont vécu. Voilà, et il voulait leur redonner une place. Ensuite, il voulait surtout rappeler les responsabilités. Donc évidemment, il pointe du doigt les décisions et les agissements des Américains, enfin des autorités américaines en tout cas, pendant la guerre et pendant l'occupation, mais aussi et surtout ce qu'il fait et qui a énormément dérangé au Japon, c'est qu'il rappelle non seulement la responsabilité des chefs militaires japonais, mais surtout la responsabilité de l'empereur, euh, qui a été complètement mise sous le tapis. Les autorités américaines et japonaises avaient œuvré pour maintenir l'empereur en place dans cette défaite, condamner les chefs militaires parce qu'il fallait quand même condamner les responsables de la guerre, mais complètement laver l'empereur de toute responsabilité, qui n'a pas comparu au procès de Tokyo, par exemple, pour maintenir une forme de stabilité. Et Nakazawa, lui, rappelle que bah, si l'empereur il était aussi complètement et pleinement responsable avec les chefs militaires de ce qui s'était passé. Et c'est la raison pour laquelle c'est une œuvre controversée jusqu'à aujourd'hui. Quand c'est sorti, la parution a été interrompue, il est passé par plusieurs revues avant de réussir à trouver un éditeur qui a eu le courage de publier l'intégralité de son œuvre au Japon. Et aujourd'hui encore, il y a une pression qui est exercée par des groupes de droite et surtout d'extrême droite révisionnistes, qui est nostalgique d'un Japon militariste et impérial. Et il a été interdit dans quelques écoles. Et il y a vraiment une pression qui est exercée pour le faire interdire dans les bibliothèques scolaires et les programmes. Mais ce n'est, voilà, elle continue à être diffusée encore au Japon, mais c'est une œuvre qui pose problème parce qu'elle rappelle certaines vérités qui plaisent pas forcément à tout le monde. Euh, Tout ça, c'est porté par un personnage, donc je disais, c'est Gen. Ce discours politique, il est sous-jacent. Ce qu'on a d'abord, c'est les aventures d'un jeune garçon avec les bêtises qu'il peut faire avec son frère, ses amis. Gen, c'est un personnage qui est espiègle, qui est surtout solaire. Il est porteur d'espoir avec tout ce qu'il vit. On peut se dire effectivement que c'est très lourd comme histoire, tout ce que je vous raconte. Et en même temps, c'est porté par un gamin qui perd jamais espoir, qui apporte autour de lui du soutien à toutes les personnes qu'il va rencontrer, qui va leur redonner force et courage, parce qu'il a une force de vie qui est indéfectible tout au long de la série. Et on suit vraiment son aventure comme une narration. Ça a été fait comme les romans feuilletons, hein, c'était publié dans des magazines, donc il y a vraiment cet effet aussi de rebondissement. On suit une aventure et avec des hauts, des bas, mais toujours avec ce personnage qui reste solaire tout du long. C'est un récit qui est semi-autobiographique, donc tout n'est pas, c'est pas un témoignage absolument exact. Au contraire, Nakazawa a laissé place à la fiction pour pouvoir peut-être donner plus de force à ce qu'il raconte, parce que le choix qu'il a fait, je crois, du manga pour raconter l'histoire, c'est de pouvoir faire rencontrer l'intime et l'histoire par le dessin. Euh, Moi, je l'ai dit, ou je l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, j'étais pas du tout lectrice de manga. Je lisais un peu de bande dessinée et surtout du roman. Et quand j'ai découvert cette œuvre, j'ai été complètement bouleversée et je crois que sa force, c'est que il nous fait pas un essai sur Hiroshima, ce qui est aussi essentiel, mais là, je trouve que c'est une porte d'entrée dans l'histoire qui est absolument géniale parce qu'on rentre par la narration et par l'intime et du coup par les émotions.
C'est ça qui est très fort, c'est que l'histoire, on en est partie prenante. C'est pas qu'on est en train d'apprendre un cours d'histoire, c'est qu'on est en train de le ressentir et de traverser les aventures et on est avec ce personnage du début à la fin. Et avec tous les dessins. Donc là, voilà, je vous ai mis un petit passage un peu idiot de, de la série où Gen est avec son petit frère et ils essayent de voler une carpe parce qu'ils sont persuadés que ça va soigner leur mère qui est un petit peu malade. Ils ont entendu dans la rue que le sang de carpe, ça pouvait soigner de toutes les maladies. Voilà. Donc, je pense que le choix qu'il a fait de cette entrée de l'intime et de l'histoire, encore une fois, c'est le parallèle avec Art Spiegelman. Et d'ailleurs, je vous ai mis une citation qui, je trouve, résume assez bien. Et alors, en plus, je peux pas le... Ah, voilà. C'est donc la plus grande vertu de ce travail est son abrupte et totale sincérité. Sa conviction et son honnêteté permettent de croire à l'incroyable, à l'impossible qui pourtant se produisit à Hiroshima. C'est l'art inexorable du témoignage. Voilà, je pense que Spiegelman le dit très bien. Euh, Nous, c'est une œuvre qui nous tenait à cœur parce que, alors ça, je m'en suis rendu compte après avoir décidé de la republier. Cette année, c'est les 80 ans de l'explosion de la bombe. Donc, il y a aussi, je crois, une nécessité de rappeler cette histoire. C'est une œuvre qui est plus du tout disponible en France depuis plusieurs années. C'est une histoire, je trouve, qu'on connaît assez mal. Et la volonté, c'était aussi de dire que ça peut être lu par... Alors, tous les âges, non, parce que je pense que les enfants, c'est un peu trop tôt, mais à partir de 13 14 plutôt 14 15 ans, à vrai dire, plutôt adolescent, je trouve que c'est une porte d'entrée, peut-être pas ludique, mais en tout cas différente pour rentrer dans l'histoire. Ce qu'on a fait dans notre édition au Tripod, c'est que on a revu intégralement toute la traduction et surtout on a fait un système d'annotation parce que Nakazawa, quand il écrit ça, on est en 73, les chiffres sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, par exemple. Et puis il y a quelques petites erreurs historiques aussi qui se sont glissées. Donc on a vraiment fait un travail d'annotation pour que on laisse pleinement la part de fiction et de récit à cette œuvre et que en même temps, quand il y a des inexactitudes historiques, elles soient quand même signalées au lecteur en note pour que le lecteur puisse avoir tous les éléments à la fois de la fiction et du récit Nakazawa et en même temps de ce qui c'est des données exactes qu'on a pu euh, identifier. Nakazawa, lui, il a publié cette œuvre avec une volonté, c'était de non seulement montrer et faire perdurer son témoignage, il a beaucoup témoigné par ailleurs, hein, il faisait des conférences pour raconter ce qu'il avait vécu, euh, mais aussi il a fait créer ce personnage dans la volonté de faire un enfant. Je crois que le choix de l'enfant n'est pas anodin. C'est la nouvelle génération. Gen aux pieds nus, le titre est significatif. Dans la précédente édition en France, il s'appelait Gen d'Hiroshima. Moi, j'ai fait le choix de retourner au titre original qui était Gen aux pieds nus. D'abord parce que je trouve que c'est un très joli titre, mais aussi surtout parce que Nakazawa, il l'explique dans une préface qu'on a intégrée au premier tome. C'est que c'est pas anodin comme choix que son personnage soit pieds nus, et donc le titre n'est pas anodin. Ça lui tenait à cœur que symboliquement, ce petit garçon foule de ses pieds nus le sol irradié d'Hiroshima et qui se dresse debout dessus comme une espèce de symbole d'une nouvelle génération et qui soit porteur d'une voix qui soit à la fois anti-nucléaire et qui soit surtout une voix pour une paix universelle. Et c'est ça le message qui traverse et qui irrigue vraiment toute l'œuvre, c'est de montrer ce qu'il y a derrière la guerre. Et c'est là où je trouve que c'est une œuvre universelle, c'est que certes, ça parle d'Hiroshima et ça nous apprend beaucoup de choses dessus, mais ça montre aussi ce que c'est d'être des êtres humains qui vivent en temps de guerre, avec toutes les privations que ça suggère, avec évidemment les morts, les blessés. Enfin, je ne vais pas faire la liste de ce qui peut se passer pendant la guerre, mais voilà, il montre vraiment tout ça. Et je crois que c'est une œuvre qui reste encore aujourd'hui, malheureusement, très actuelle, non seulement pour ce qu'il nous apprend, mais aussi surtout pour ce qui se passe encore aujourd'hui. Et ça me semblait extrêmement important qu'elle puisse être lue et entendue. En petite note d'info, il y aura, pour ceux qui seraient de passage à Blois, une exposition
euh, pédagogiques qu'on met à disposition aussi des médiathèques, des CDI. On a créé plusieurs panneaux pour vraiment, avec des reproductions des images, mais aussi avec du texte, et faire vraiment quelque chose de pédagogique pour une porte d'entrée, pour montrer un petit peu ce que c'est qu'Hiroshima et ce que c'est que cette œuvre. Et il y a aussi le musée Guimet qui va faire une exposition des plusieurs planches originales. Donc c'est une exposition consacrée au manga qui sera à partir de novembre. Voilà, pour ceux que ça intéresse, il y aura des planches originales de Gen aux pieds nus qui seront exposées. Et donc on publie, nous, aujourd'hui, les deux premiers tomes simultanément. Et ensuite, à partir de janvier, on fera apparaître le troisième tome. Et ensuite, il y en aura un tous les 2 mois jusqu'au dixième. Donc ce qui nous ramène en 2027. Voilà. Il y aura à chaque fois un petit texte d'introduction pour donner des clés de lecture, rentrer, parce qu'il fait voilà, parfois référence à un contexte pour accompagner un petit peu le lecteur et qu'il puisse rentrer dedans une petite note de synthèse très courte comme porte d'entrée. Voilà, je vais pas faire beaucoup plus long, je voulais laisser un petit peu de temps pour des échanges, s'il y avait des questions, des remarques, des choses sur lesquelles vous aviez envie que je revienne, ou voilà, je voulais laisser un petit peu de temps d'échange et en plus je ne vois pas trop puisque j'ai mon écran partagé, mais n'hésitez pas en tout cas si, il y a des choses, on a je crois 10 petites minutes encore pour les questions et les échanges. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser directement en activant, en levant la main ou à les mettre dans le chat pour qu'on puisse les transférer à Charlotte. Ben, déjà, merci beaucoup, Charlotte, parce que c'était hyper éclairant, tout ce que tu as dit d'une façon très simple et en même temps qui nous a permis de rentrer en émotion avec ce personnage qui est Gaine aux pieds nus. Donc voilà, je voulais juste te dire ça et je pense qu'il y a d'autres questions Merci ou beaucoup. en tout cas de réactions. Je vois que le chat commence à... Merci beaucoup à toi. Merci. Pascaline, vas-y, on te laisse. Une petite question par rapport au fait que c'est la première fois que vous proposez au Oui. Tripod cette bande dessinée. Comment les libraires ont reçu ça et cette proposition-là? Et comment ça résonne quand même avec un positionnement du Tripod sur des thématiques fortes et des écritures fortes? Ouais. Merci pour votre question. Oui, effectivement, alors ça a créé un étonnement. Quand j'ai écrit pour avoir à l'agent japonais pour récupérer les droits, par exemple, bon, le tripode, ils en avaient évidemment jamais entendu parler au Japon et il était d'autant plus étonné que j'avais jamais publié de manga. Euh, mais la marque de fabrique du tripode, c'est de faire des œuvres que là où on nous attend pas et là où nous-mêmes on ne s'attend pas. Moi, c'est ça que j'aime dans la maison d'édition dans laquelle je travaille, c'est cette possibilité et ce luxe même de pouvoir publier absolument ce qui me chante. Si j'ai un coup de cœur sur un roman, là on publie au mois d'octobre, on fait un roman, un recueil de poésie ukrainienne, une pièce de théâtre italienne, un manga japonais. Enfin voilà, on fait vraiment au coup de cœur. Donc les libraires sont étonnés, sont très curieux. Parce que je pense que justement c'est ça qui m'intéressait aussi. Mon envie, c'est pas seulement pour mon plaisir personnel de publier Gaine aux pieds nus, j'ai envie que ce soit de rendre hommage à cette œuvre et à cet auteur qui a œuvré pour ça. Donc, c'était aussi en pleine conscience de me dire, est-ce qu'on sera capable de défendre cette œuvre correctement et de la faire lire le plus possible? Et je pense que oui, parce que il y a une attente. Forcément, c'est le premier manga du Tripod, donc les libraires sont très curieux de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce manga-là précisément. Et pourquoi on le ferait précisément? Je pense qu'il s'inscrit pleinement dans notre catalogue parce que la maison d'édition s'est toujours attachée à publier des œuvres à la fois d'auteurs contemporains, mais aussi et toujours des voix oubliées. Je ne vais pas revenir sur tous les exemples de la maison. Je pense qu'il y en a un qui est probant. C'est Vie ou théâtre de Charlotte Salomon. C'est une œuvre graphique qui fait 850 pages, qui a été dessinée et écrite par une jeune artiste juive allemande
qui a été déporté à Auschwitz en 1942. Et dans cette œuvre-là, cette œuvre fleuve, elle raconte bon, sa vie et c'est un témoignage. Et il y a aussi ça, cette rencontre entre l'intime et l'histoire, et d'œuvres patrimoniales qui en même temps laissent plein de place à une voix singulière, parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse. On publie pas des genres littéraires. On n'a jamais, il n'y a pas de collection dans le tripode, par exemple. Enfin, il y a la collection poche, mais on sépare pas par genre littéraire. C'est pas la manière dont on réfléchit. Nous, ce qu'on défend, c'est d'abord un auteur avec une voix singulière et une œuvre. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que, pour moi, s'inscrit Gaine dans ce qu'on publie. Voilà. Merci. Et je vois Petite qu'il y a question dans le chat, ouais. Est-ce toujours une œuvre présente chez les ados japonais hors des écoles? Y a-t-il, comme dans beaucoup de pays, des livres qui sont effacés des programmes? Alors, c'est encore une œuvre qui est présente. C'est surtout les deux premiers tomes qui sont connus parce qu'il y a notamment à Hiroshima, en fait, chaque année, donc le 6 août 45, ils font une, euh, une cérémonie mémorielle. Enfin, voilà, c'est un jour qui est rentré dans la mémoire et ils donnent en lecture Gaine aux pieds nus. Bon, alors, bon, donc ils lisent pas les 10 le même jour, mais en tout cas, ils donnent le premier, voire le deuxième tome en lecture, notamment aux élèves, comme une manière de se souvenir et de re-rentrer dans cette histoire. Donc je sais que c'est resté dedans, mais c'est vrai que c'est plutôt rentré maintenant dans la partie des œuvres mémorielles, hein. Elle commence à... enfin, ça fait 50 ans qu'elle a été publiée, mais effectivement, oui, c'est toujours lu, c'est toujours disponible au Japon. Et c'est toujours dans certaines écoles, c'est toujours dans certains programmes, mais avec voilà, c'est quelques écoles qui ont cédé à la pression de certains groupes politiques. Voilà. Il y avait éventuellement d'autres questions? Oui, je vois qu'il y a une main levée. Allez. Oui, bonjour. Élise Petit, je travaille pour la médiathèque départementale du Pas-de-Calais. Je voulais vraiment vous remercier pour votre intervention. C'était vraiment très riche et nous, ça va nous permettre d'aider un petit peu nos partenaires, parce qu'on travaille justement en direction des bibliothécaires et puis des documentalistes de collège. Et c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à développer au niveau de la médiation vers ce support et de se dire qu'on a des éditeurs, on va dire, plus généralistes qui s'intéressent à tout ce qui se fait autour du manga et à sa richesse, ça fait vraiment du bien à entendre. Et du coup, ça va nous permettre aussi d'étayer notre propos. On donne des formations également aux professionnels et vraiment, on va pouvoir vous citer en exemple. C'était juste pour vous dire que votre intervention était top. Voilà. Ouais, Merci beaucoup. merci beaucoup, c'est très gentil. Mais oui, j'avais presque honte de me rendre compte de tout ce à côté de quoi j'étais passée dans le domaine du manga, parce que du coup, depuis, je me suis mise à en lire beaucoup pour quand même pouvoir défendre cette œuvre et comprendre dans quoi elle s'inscrivait. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à faire, je suis d'accord. Bon, je sais pas s'il y a d'autres questions ou sinon on peut libérer tout le monde. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions. Ouais. Merci beaucoup, Charlotte, pour votre intervention et pour ce webinaire. Pour ceux qui sont inscrits, donc à 11 heures, on a un nouveau webinaire sur IDIS, donc n'hésitez pas. Et bah, sinon, merci beaucoup pour votre intervention et bah, merci à tous d'avoir été présents à ce webinaire. Merci beaucoup. Bien, bon sang. Et juste aussi pour signaler que donc, vous trouverez toutes les informations des autres visioconférences qui auront lieu autour d'Histoire sur le site du salon, à la rubrique professionnelle. Vous avez tous les liens également pour vous inscrire aux autres si vous le souhaitez. Donc jusqu'au 13 novembre. Voilà. À très très bientôt. Merci encore Charlotte, en effet. Et nous retrouverons Gaine aux pieds nus au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil, puisque le Tripode a un stand depuis
très longtemps, même s'ils ne font pas de la jeunesse spécifiquement. Donc, d'où l'ouverture de cette maison d'édition aux littératures, quelles qu'elles soient. Et puis, donc, en effet, on retrouvera Guen, notamment lors d'une rencontre, sans doute, au salon. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup Merci à vous Nathalie, tous. merci à tous. Au Au revoir. revoir.